l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Pavel Durov sur la Roumanie. Macron accusé d'ingérence gravissime. Candice Owens, une saison 2 sur Bribri. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ce cher Philippe Bohen, Marie et Christian. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider leur information en ces temps de censure. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, s'abonner et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. En retour sur le procès Natacha Ray contre Bribri. Nous connaîtrons la décision de la Cour d'appel le 10 juillet 2025 à 13h30. La 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris avait condamné Natacha Ray pour des faits non dans la cause. François Dangléan, l'avocat de Natacha Ray. Selon les journalistes, comme Mike Bokowski, ou les personnes qui ont assisté à l'audience, jeudi et vendredi 15 mai, la défense de Maître Dangléan a mis à mal l'accusation. Oui, François Dangléan a conclu par une plaidoirie percutante défendant le sérieux de l'enquête de Natacha Ray, menée sur plusieurs mois, notamment à Amiens, où Jean-Michel Trogneux aurait évité tout contact. Il a insisté sur l'intérêt général de cette enquête, les Macron ayant exposé leur vie privée, vous le savez, publiquement. Dans son interview, il a affirmé « Natacha Ray n'a pas diffamé. Elle a critiqué une biographie officielle, instrument de la campagne de 2017, et j'ai envie d'ajouter de propagande, en qualifiant la relation entre Brigitte Macron et un élève mineur de détournement de mineur. C'est un débat d'intérêt général. On cherche à la faire taire. Il a relevé l'incohérence de l'accusation de crime sur enfant, notant que l'ambiguïté sur qui, de Bribri ou Jean-Mimi, se sentait visée fragilisait forcément la plainte. Approché par François à la sortie de l'audience, qui a duré 3h45, maître Enoki, visiblement marqué, a refusé de commenter. Enjeu et anomalie procédurale. Le procès a révélé des tensions entre liberté d'expression et droit à la vie privée. L'absence physique des parties. Natacha Ray, vous le savez, était gravement malade. Et les plaignants, représentés par maître Enoki, a accentué les interrogations. Et ce, d'autant plus que la Cour avait le pouvoir d'ordonner la comparution personnelle des parties civiles, c'est-à-dire Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Mais elle n'en a pas usé. D'ailleurs, la Cour n'a pas pu juger utile de contraindre Tiffaine Ozière, pourtant citée comme témoin à comparaître. Enfin, l'avocat général, alors qu'il en avait le pouvoir, n'a pas sollicité la production des actes de naissance et de mariage litigieux, alors que pourtant c'est bien le parquet qui est en charge de la tenue correcte des registres d'état civil. Article 34.1 du Code civil. François, les questions. La question se pose donc de savoir pourquoi le ministère public n'a pas entamé dans cette affaire les démarches utiles à la manifestation de la vérité. Pourquoi la Cour n'a pas usé de toutes ses prérogatives pour disposer de tous les éléments lui permettant de statuer de manière éclairée? Serait-ce parce que son intime conviction était déjà formée avant cette audience? Rendez-vous donc le 10 juillet pour connaître le verdict. Mais l'affaire rebondit outre-Atlantique. Candace Owen. Message au juge français qui préside le procès en appel de Natacha Ray. L'avocat de Brigitte Macron, maître Jean Enoki, vous a menti sous serment. Je n'ai absolument pas été poursuivi, pas plus que Xavier Poussard. Maître Enoki ment aussi effrontément que son client. Et elle continue dans un second tweet. C'est pourquoi je pense qu'il faut absolument faire une saison 2 de Devenir Brigitte. Le tissu de mensonges qui entoure ce couple est vraiment exaspérant. Comment un couple présidentiel peut-il ordonner à ses avocats de mentir sous serment? Brigitte Macron, lorsqu'elle apprend que Candace Owens décide de faire une deuxième saison. La situation résumée par notre confrère de Planète 360. Le procès Natacha Ray, une affaire d'État. Le dossier est explosif. Les enjeux sont colossaux. Ce qui devait être un simple procès en appel se transforme en tribune mondiale avec Candace Owens en figure de proue. L'avocate de Brigitte Macron est maintenant accusée de parjure. Et la question se pose,
Jusqu'où les mensonges vont-ils aller? À mon avis, il n'y a plus de limite aux mensonges. En effet, la presse a délibérément menti en 2016 pour soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Comment voulez-vous qu'ils expliquent désormais à leurs lecteurs qu'ils ont menti à des fins électorales? Et puis pensez, Bribri est devenue la première dame. Là où on parle le mieux de la France, c'est quand je voyage. À l'étranger, la France paraît un pays de cocagne, où on a la santé, on a l'éducation, on est aidé, on a tout. Et j'ai tellement envie. Vous savez tous que ce titre de première dame n'existe pas dans notre Constitution. Mais ce sont les journalistes qui ont baptisé Bribri du titre de première dame et ils ont organisé en quelque sorte un coup d'État. Et ils ont permis cette chose impensable autrefois, que Bribri puisse devenir un acteur politique à part entière avec de l'argent public. Et ainsi, elle peut soutenir dans cet extrait de TF1 Manu en toute impunité. Et puis c'est complètement fou, hein. Manu détruit pierre par pierre notre hôpital et notre école. Et Bribri vient nous expliquer que nous avons de la chance, que nous vivons dans un pays de cocagne. Nous sommes trop pessimistes, pour reprendre l'expression de Manu du 13 mai. Nous sommes trop bêtes pour comprendre le poudré. On ne mérite pas Manu en somme, hein. La misérable. Et dans la Macronie, il n'est pas toujours très facile d'être un opposant politique. Alerte info, Juan Branco, avocat et candidat à la présidentielle, est toujours hospitalisé en Afrique dans un état préoccupant selon ses proches. Hier, c'était Pierre Jovanovic qui était menacé par les forces de l'ordre d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, Juan Branco se retrouve aux urgences. Il aurait attrapé un streptocoque extrêmement rare. Et chose encore plus curieuse, il est le seul dans son entourage à l'avoir eu. Bizarre, vous avez dit bizarre? Juan Branco est sorti de l'hôpital après avoir été admis pour le motif d'empoisonnement. Juste quelques jours après que Juan Branco avait sous-entendu un espionnage du Maroc sur la vie intime d'Emmanuel Macron. Il y a de ces coïncidences, vous ne trouvez pas? Élection en Roumanie, la Macronie perd ses nerfs. Rappel des faits, nous sommes en décembre 2024 et le premier tour de la présidentielle en Roumanie vient d'être annulé. Georgescu avait obtenu 40% des voix au premier tour et il était favori pour le second. Selon les médias aux ordres, sa campagne sur TikTok aurait été orchestrée par les Russes. Quelques mois plus tard, la Roumanie interdit à Călin Georgescu, favori de l'élection présidentielle de mai, de se présenter de nouveau après l'annulation de son résultat. Bon, Călin Georgescu, c'est de l'ingérence russe, France 2, envoyé spécial. On n'a pas de preuve claire d'une ingérence russe. En revanche, on a clairement la preuve qu'un parti politique au pouvoir a payé une campagne sur TikTok pour promouvoir Călin Georgescu. Donc, la fameuse campagne d'ingérence russe sur les élections présidentielles en Roumanie. Selon l'enquête de journalistes, c'est le petit jeu électoral d'un parti au pouvoir, le Parti national libéral, qui, pour diviser les voix de l'extrême droite, a payé une campagne sur TikTok auprès d'une agence de communication politique britannique pour faire monter le candidat Georgescu. Une campagne qui a tellement bien fonctionné qu'il est arrivé en tête au premier tour. L'ingérence russe a fait pchit. Par contre, l'ingérence européenne, française semble, elle, beaucoup plus évidente. Valérie Hayé. Faire sur le terrain et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains qu'ils soient en Roumanie. Si le candidat pro-Europe roumain gagne les prochaines élections présidentielles roumaines, les juges vont-ils annuler son élection pour ingérence de la France? Évidemment non, et pourtant le dossier est lourd. Vous n'êtes pas un empereur. Le candidat nationaliste, Simeone, à la présidentielle en Roumanie, accuse Emmanuel Macron d'ingérence. Thierry Mariani. Intéressant ce message de Decathlon à ses employés en Roumanie pour leur donner 2 heures de pause pour voter. Mais message discret et subliminal. Dans la dernière ligne, bon week-end, ND. ND comme Nicuzor, Dan, le candidat de Bruxelles et de Macron. Comme en France, ils oseront tout.
Le jour de l'élection, hier dimanche, on a bien compris qu'il était en train de se passer quelque chose. L'inquiétude gagnait le camp de Georges Simeone. Simeone demande aux Roumains de vérifier si leurs proches décédés ont voté. Il y a 1 700 000 morts sur les listes électorales et il veut empêcher une fraude massive. Un bureau de vote, donc, selon les réseaux sociaux. Simeone annonce sa victoire avant la fin du dépouillement. Il est encore crédité de 52%. Et puis, Roumanie. Le maire pro-européen de Bucarest, Nikos Ordan, a remporté le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, selon des résultats quasi définitifs, dans un retournement de situation spectaculaire comparé au premier tour. Oui, il remporte l'élection avec plus de 54% des voix. Tard dans la soirée, Simeone, dans une allocution, reconnaît sa défaite. Et puis, le pavé dans la mare, Pavel Durov. Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Mais qui est ce Nicolas ? Nommé le 20 décembre 2023 à la tête de la DGSE, le service de renseignement extérieur français, Nicolas Lerner occupait auparavant la direction de la DGSI, chargée du renseignement intérieur depuis 2018. Haut fonctionnaire formé à l'ENA, il appartient à la promotion Émile Zola 2005, contemporaine de celle d'Emmanuel Macron, promotion Léopold Sédar Senghor 2004. Aussitôt, la diplomatie française se fend d'un tweet. Des allégations totalement infondées circulent sur Telegram et Twitter concernant une prétendue ingérence de la France dans le scrutin présidentiel roumain. La France rejette catégoriquement ces allégations et appelle chacun à la responsabilité et au respect de la démocratie roumaine. Le premier tour des élections présidentielles roumaines de décembre dernier a été annulé de manière souveraine par les autorités roumaines compétentes suite à des ingérences numériques et financières bien réelles de la part d'acteurs liés à la Russie. On a bien lu ? Cercle Aristote. France diplomatie en panique totale reprend la fausse information des ingérences russes sur TikTok qui a conduit à l'annulation de l'élection en Roumanie il y a quelques mois. Même France TV démontait hier cette fausse information. C'était en réalité le parti au pouvoir centriste très proche des macronistes en Europe. Après l'affaire du mouchoir, cela commence à faire tâche. On sent les macroniens prêts à mordre. Benjamin Haddad sur Virginie Joron. Virginie Joron, quand le patron de Telegram, le 24 août 2024, Pavel Durov, cofondateur de la messagerie Telegram et du réseau social VK, est arrêté après son atterrissage à l'aéroport du Bourget, déclare qu'il a subi des pressions de la part du gouvernement Macron pour limiter les voix de la dissidence. Une députée du Rassemblement national qui relaie et amplifie une opération de désinformation contre la France. Nous avons clairement démenti cette fake news, mais le RN est du côté de ceux qui veulent nuire à notre pays. Comme chacun sait, les macronistes n'ont pas nui à la France. Réponse de Virginie Joron. Curieux message d'un ministre d'Emmanuel Macron, ancien employé de l'Atlantic Council, qui prétend que Durov est un menteur et s'en prend à mon tweet. À un doigt de la censure, monsieur Benjamin Haddad. Allez, la meilleure pour la fin, Nathalie Loiseau. Voilà qu'il apparaît clairement que des petits télégraphistes zélés ont relayé des consignes d'attaquer la France en l'accusant d'ingérence dans les élections roumaines. Certains de ces petits télégraphistes sont français, mais leurs messages sentent le rouble et la haine de la France. La dame est payée par l'Union européenne qui nous raquette pour agir contre la France. Au passage, elle imagine un complot fantaisiste mais autorisé dans les milieux européistes. Elle perd un peu son sang-froid, Nathalie Loiseau, parce que l'argent, elle devrait le savoir, n'a pas d'odeur. À moins que le rouble, ça sent le moujik aviné, sait-on jamais. Bon, le style c'est l'homme, comme l'écrivait Buffon. Vous imaginez la noirceur de l'âme de Nathalie Loiseau pour écrire ce genre de choses ? Oui, là pour le coup, cela sent sa rhétorique des années 30. Emmanuel Macron choose France. J'en ai assez de Choose France, cela suffit. Avant le sommet de lundi à Versailles, Marc Fiorentino pousse un coup de gueule et dénonce une France devenue une boîte d'événementiel alors que ça fait 1 an qu'on empêche les entreprises françaises de bosser.
C'est là où l'on mesure toute la différence entre Emmanuel Macron et Donald Trump. La semaine dernière, Donald Trump signe 1200 milliards de dollars de contrats pour l'industrie américaine. Macron, lui, déroule le tapis rouge aux entreprises étrangères et étrangle d'impôts les entreprises françaises. Macron promet des milliards à l'Ukraine, mais augmente les taxes et les impôts pour les Français. Macron promet 100 millions de dollars pour les universitaires woke américains, mais coupe les dépenses dans l'éducation nationale. Macron, c'est le parti de l'étranger et le président de la gabegie et des copains. 11 millions d'euros, des élus de Rouen dénoncent le coût colossal d'un projet de spectacle de Thomas Joly pour le 14 juillet. Avec Macron, il y a toujours de l'argent pour les coquins. Thomas Joly, pour ceux qui l'auraient oublié, a signé cette cérémonie sale et blasphématoire des Jeux Olympiques. La Cour des comptes pointe 6,3 milliards d'euros d'erreurs dans la branche famille de la sécurité sociale. Coucou la Cour des comptes, question 1, erreur ou malversation? Question 2, pourquoi les Français devraient payer pour l'incompétence de toutes ces personnes dont aucun ne saute jamais, ni n'assume les conséquences de ces actes? Cela suffit maintenant. Après les milliards européens perdus en Ukraine ou dans des ONG, les 60 milliards imprévus du déficit français, les milliards qui sont distribués à des organismes ou des associations parasites, on ne croit plus vraiment aux erreurs. Et ces 6,3 milliards viennent confirmer tout l'ensemble. Oui, cela ressemble à un système de corruption généralisée. Et pour que dure ce système, il faut tout verrouiller. Immigration, un sénateur PS dépose une proposition de loi pour empêcher tout référendum. Empêcher les gens de s'exprimer, c'est le fil directeur donc du Parti socialiste. Faut-il réguler les réseaux sociaux? Il est normal d'imposer une régulation à ces plateformes, notamment une régulation a priori des contenus, affirme Najet Belkacem. Modération a priori égale censure. C'est de pire en pire la démocratie socialiste. Tenez, je suis un peu comme Jeanne d'Arc après ces informations. J'entends des voix qui m'expliquent que notre démocratie fonctionne très bien. Des ravis de la crèche. Nous venons de voter ce soir l'article 1er de la loi sur la fin de vie. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le droit à mourir dans la dignité, ultime liberté. 84 personnes en CDD qui décident de tuer des gens. Effrayant. Mais ce qu'il y a d'insupportable, c'est que normalement, il y a plus de 570 députés. Et là, il n'y avait que 130 députés présents. Les absents, des lâches. Nos députés en question, alerte info, des documents volés ont été retrouvés chez le député LFI Sébastien Delogu lors de perquisitions. Il devra expliquer comment des affaires personnelles dérobées à un patron marseillais ont fini en sa possession. LFI toujours, 42 heures par semaine, 1200 € bruts par mois. L'offre de stage publiée par Manon Aubry fait réagir. En l'an 2000, Martine Aubry impose les 35 heures en France. 2025, Manon Aubry passe des petites annonces en loose day pour exploiter des jeunes stagiaires dans la droite ligne des préconisations du World Economic Forum de profiter de la crise pour créer des armées d'esclaves. Manon Aubry, vous le savez, c'est celle qui se trompe toujours de bouton et qui est la copine de Pustula. Édouard Philippe serait le favori des Français selon un sondage. Et pourtant, dans le trio de tête des sondages, Édouard Philippe peine pourtant à remplir des MJC. Cherchez l'erreur. Quant au discours, il est calqué sur celui de Retailleau ou de Bardella. Édouard Philippe. Une partie de la violence est liée à l'immigration. 17% des condamnations concernent des étrangers alors qu'ils représentent 8% de la population. 52% des mises en cause vol, violence dans les transports en commun sont étrangers. Même les pires centristes, immigrationnistes, comme Édouard Philippe, reprennent nos éléments de langage. Cela sent la campagne qui arrive comme le vol des papillons annonce l'arrivée de l'été. Oui, mais quelle propagande! Édouard Philippe a été le bras droit d'Emmanuel Macron. Il est le candidat mondialiste choisi par la Bilderberg, le World Economic Forum, et il nous fait croire, Édouard Philippe, qu'il va stopper l'immigration. Peut-on prendre les gens pour des imbéciles plus que cela? Quand les médias nous disent qu'Édouard Philippe et Darmanin sont de droite. Ils sont pour l'immigration de masse, ont appelé à voter
nouveau Front populaire, et soutiennent Macron qui crame la caisse. Ils ont quoi de droite ? Et puis il ne faut pas oublier qu'Édouard Philippe a mis en place les ZFE pour complaire à Bruxelles. Alexandre Jardin. Parfois dans cette lutte contre les ZFE, j'ai l'impression de vivre dans un pays devenu fou. Qu'il faille lutter âprement pour que les pauvres ne soient pas virés des villes. Qu'il faille argumenter. Parfois, je me demande comment des illuminés aussi méprisants sont parvenus à prendre possession d'autant de cervelle. Je croyais bêtement l'égalité, la liberté de mouvement, un sujet acquis dans un ordre républicain. Eh bien, Alexandre Jardin, c'est assez simple, c'est l'ordre européiste. Duel chez les LR, Retailleau écrabouille Wauquiez. Congrès LR, Bruno Retailleau élu à la présidence des Républicains, 74% des voix devant Laurent Wauquiez. Retailleau écrase Wauquiez. La victoire d'Infodur contre un vrai mou ? Très bonne question. Bruno Retailleau a désigné son adversaire, la France insoumise. Nos seuls adversaires, c'est la gauche de Mélenchon, déclare Bruno Retailleau après sa victoire à la présidence des Républicains. Ah donc, 8 ans de dérive totalitaire macroniste, d'effondrement de nos finances, du pouvoir d'achat réel, de notre système de santé, de la sécurité des Français et surtout des Françaises, du niveau scolaire, c'est secondaire, la priorité c'est Mélenchon, pas l'extrême centre ? Évidemment parce que ces macronistes sont européistes comme les LR. Bulletin numéro 238 de Xavier. Ne le ratez pas, le lien est dans ma description. À l'intérieur, Xavier rend hommage au général Delaward. Décès du général Delaward, une grande perte pour la France. Nous apprenons avec tristesse que le général Delaward, fidèle contributeur qui nous gratifiait régulièrement de ses analyses percutantes et sans langue de bois, nous a quittés ce dimanche. Au-delà de sa carrière militaire, brillante au service de son pays, dans les chasseurs alpins, la Légion étrangère puis le renseignement militaire, il était surtout un des rares officiers supérieurs à oser s'élever pour dénoncer les dangers dans lesquels les politiques intérieures et extérieures de nos dirigeants nous conduisent inexorablement. Un grand monsieur nous a quittés, toutes nos condoléances à la famille. Dans ce numéro 238, vous trouverez comme d'habitude les analyses brillantes de Xavier et les cartes du front. Pour résumer un peu la situation, la une détournée de Charlie Hebdo. Tu as l'air en pleine forme, tu es sur le point de gagner. Poutine a définitivement peur de moi. Ou, pour le formuler autrement, jusqu'au dernier Ukrainien. Le Figaro. En plein pourparlers difficile à Istanbul, l'armée ukrainienne flanche face aux Russes dans le Donbass. Ces derniers jours, les forces russes ont avancé rapidement entre Pokrovsk et Kostiantynivka, créant un dangereux saillant que les Ukrainiens peinent à résorber. La crainte d'une grande offensive ressurgit. Si vous voulez visualiser cette avancée russe, n'oubliez pas de regarder donc le bulletin numéro 238. Le général Olivier Kampf. À suivre avec la plus grande attention, ça commence à devenir très dangereux pour les Ukrainiens. Dans ces conditions, nous dit Bloomberg, Poutine détient toutes les cartes en Ukraine et n'a aucune raison de se coucher. Ayez une pensée pour Zelensky, qui doit avoir du mal à dormir, se demandant chaque matin si l'Amérique arrêtera de soutenir l'Ukraine. Il est très difficile de savoir ce qui s'est passé dans ces négociations. Elles n'auraient pas abouti selon des sources européennes, mais les Américains disent que les contacts sont maintenus. À suivre, il y avait également un sommet européen. Mélanie écartée, Macron piqué, Merz médiateur, scène d'un psychodrame européen. Écarté d'une réunion confidentielle sur l'Ukraine avec Macron, Merz, Starmer et Tusk, Giorgia Meloni dénonce une mise à l'écart politique liée à son refus d'envoyer des troupes. Macron, fidèle à sa ligne, dénonce une intox digne du Kremlin. Entre pique et exclusion feutrée, Merz tente de jouer les réconciliateurs d'une Europe fragmentée. Macron voit donc la main du Kremlin un peu partout, même dans celle de Meloni. Il faut également ajouter que Meloni lui a vertement répondu « C'est fascinant, l'Union européenne ». Et pendant ce temps-là, à Rome, Alerte Info, Giorgia Meloni a réussi à ramener à une même table Gilles Evans et Pustula pour discuter. Ceci est en totale opposition avec ce que disait Emmanuel Macron. Énième échec du poudré.
Eh bien, ma transition est toute faite pour ma page fantaisie. Emmanuel Macron et le sport. On part d'une situation, la France n'avait pas de sport à l'école et au collège. Grâce aux Jeux Olympiques et aux ministres, on a mené une révolution culturelle. Nous avons mis le sport au primaire. Bientôt, il instaurera l'apprentissage de la lecture et du calcul aussi. Je suis né en 1965, nous dit Valérie Damido. J'ai fait de la gym du primaire au lycée, voilà, bisous. Public Sénat. Le drame d'Emmanuel Macron, c'est qu'il adore s'entendre parler. Il a kiffé cette émission alors que c'était un échec et il ne s'en rend même pas compte. Dommage, car les Français attendaient autre chose. Non mais quel zénith! 84% des Français ne veulent pas voir Emmanuel Macron se représenter à l'élection présidentielle de 2032. Et c'est là que l'on se dit qu'Emmanuel Macron aurait besoin de consulter cette foule que vous saluez sur les Champs-Élysées pour le 8 mai. Est-elle avec nous en ce moment dans cette pièce? Yann Brossat, un autre perturbé du bulbe. Et si on se débarrassait des voitures sur 20 km de chaussée parisienne pour en faire des promenades végétalisées? C'est ce que je propose pour Paris en 2026 avec par exemple cette allée verte sur les boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir. Et si tu allais vivre à la campagne, triple buse? Au XIXe siècle, Alphonse Allais, un célèbre humoriste, voulait installer les villes à la campagne. Eh bien, Yann Brossat a pris cette blague au sérieux. Le niveau. Vauquier, la photographie qui fait rire. À voter. Et oui, on remarque que la souris qu'il tient dans sa main est branchée on ne sait où. Rire, c'est faire allégeance à Poutine. Signaler dès maintenant les ennemis de l'intérieur. Cette image est tirée bien évidemment d'un conte parodique. Mais pour combien de temps cela restera parodique avec tous ces macronistes? Sextoy explosif. Cosmétique piégé, comment la Russie mène une guerre hybride sans l'avouer. Manque le coussin péteur au Zyklone B et le poêle à gratter radioactif pour vraiment avoir la panoplie complète sur la vraie guerre hybride. On plaisante, mais Mélanie, c'est les Russes. Trump, c'est les Russes. Simeone, c'est les Russes. Toutes les oppositions en France, c'est les Russes. La démocratie, c'est les Russes. Voter, c'est les Russes. La liberté d'expression, rire, c'est les Russes. Ils sont fascinants, ces macronistes. Et pendant ce temps-là, nos journalistes, Alerte Info, Aurore Berger, Rachida Dati et Stéphane Séjourné, les journalistes du service public, tapis rouge à Cannes. Derrière, il me semble que c'est la ministre des Transports. Vous vendent-ils du rêve? Mesdames, messieurs, notre déficit parade. Bien vu. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.